Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors la guerre en Ukraine opère une déstabilisation profonde du système international. Première question, quelles sont les conséquences directes de cette guerre pour le Moyen-Orient? Elles sont très importantes parce que la mer Noire qui borde le Moyen-Orient borde aussi l'Ukraine et la Russie. La Turquie a eu un rôle très important dans cette affaire. C'est la Turquie qui a réorganisé la sortie des céréales ukrainiennes sans lesquelles l'Égypte, la Tunisie, voire l'Algérie seraient mortes de faim. Et la Turquie aussi utilise sa position médiatrice, par exemple, pour refuser que la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN si elles ne font pas partir les irrédentistes kurdes qui sont sur leur territoire. À quoi le Sénat américain réplique: si la Turquie met son veto à l'entrée de la Suède, nous ne laisserons pas vendre des avions chasseurs bombardiers F-16 à la Turquie. Donc vous voyez, tout est complètement lié. Il y a évidemment des impacts politiques, géopolitiques, mais on peut aussi parler des impacts énergétiques et alimentaires, puisque le Moyen-Orient est à la fois région productrice d'énergie fossile, mais également très dépendante, vous l'avez dit, des céréales russo-ukrainiennes. Est-ce que ce n'est pas une double peine finalement pour ces pays parfois déjà en difficulté ? Alors pour ceux qui sont gros importateurs et qui n'ont pas de pétrole, bien évidemment, ou qui ont peu de pétrole, pour l'Égypte et la Tunisie, c'est très dur par exemple. En revanche, pour un pays comme l'Algérie, exportateur de pétrole et de gaz, surtout, ils ont fait cette année, en 2022, un chiffre d'exportation, surtout à destination de l'Italie, beaucoup plus élevé que les années précédentes. Et le Qatar également a vu le prix du gaz augmenter considérablement. Aujourd'hui, une grande partie de la richesse mondiale, des liquidités mondiales, des financières, pas seulement pétrolières et gazières, se trouve dans la zone du Golfe et du Moyen-Orient. Et c'est là que tous les investisseurs se précipitent en ce moment. Et quel regard porte la population du Moyen-Orient sur cette guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Ça dépend de laquelle. Par exemple, prenez Israël, qui est aussi au Moyen-Orient, qui sont partagés, notamment pour M. Netanyahou, qui est de nouveau au pouvoir, entre un soutien traditionnel à la Russie et puis aussi au fait que la Russie surveille l'espace aérien syrien. Et donc, tant que les Russes sont là, les Iraniens ne peuvent pas trop y faire ce qu'ils veulent. Et d'autre part, une population israélienne où vous avez beaucoup de juifs russes, mais aussi beaucoup de juifs ukrainiens qui font de très fortes pressions pour que leur pays livre des batteries antimissiles israéliennes à l'Ukraine pour se protéger contre les attaques russes. Donc vous voyez, tout ça est complètement variable. Dernière question, comment voyez-vous le conflit évoluer dans les semaines et mois à venir ? Je crois qu'il faut se reporter un peu à l'histoire de l'Europe aussi. Je fais cette conférence à Monaco à l'occasion de la publication d'un livre un peu différent de ceux qu'on connaît de moi habituellement, qui s'appelle Enfants de Bohème, qui est une histoire de mon grand-père tchèque, celui qui n'est pas de Gorbio, mais celui qui est tchèque, et qui a traversé l'Europe depuis l'avant-première guerre mondiale, est venu en France, a contribué à créer la Tchécoslovaquie à Paris, était à la Société des Nations l'entre-deux-guerres, a fui le Blitz à Londres, est revenu quand son pays était devenu communiste et resté en France. On a oublié tout ça parce que nous avons vécu dans la paix depuis maintenant plus d'un demi-siècle, presque un siècle, même si la paix est une vraie proie congelée par le système soviétique. Et tout d'un coup, on revoit sur notre territoire européen les forces de la guerre. On le voit même ici avec tous les Ukrainiens qui sont arrivés à Monaco. Nous en avons même à Menton. J'ai un voisin ukrainien dans mon immeuble. Et donc tout ça est en train de faire revenir à la surface d'anciens flux, d'anciennes connaissances, de réécrire une histoire de l'Europe, une histoire conflictuelle de l'Europe, dont on croyait être sorti et qui aujourd'hui montre sa rémanence. D'où l'intérêt d'étudier aussi l'histoire pour comprendre notre passé et notre présent et notre futur. Merci beaucoup à vous d'avoir été sur Monaco Info. Merci à vous de votre invité.